Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Le mois d'avril vient de se terminer, il est donc temps de vous présenter les lectures pour ce mois-ci. J'en ai 6 à vous présenter, je suis bien contente parce que je pensais vous en présenter que 4, mais j'en avais oublié 2. En fait, après avoir tourné mon bilan lecture du mois de mars, et avant le début du mois d'avril, j'en ai lu 2, donc que je ne vous ai pas présenté, donc c'est parti. Le premier, il s'agit du cercle des derniers libraires de Sylvie Baron, publié aux éditions J'ai lu. J'ai acheté ce livre il y a à peu près 1 an et demi, essentiellement parce que l'action se déroule en Auvergne, donc plus précisément à Saint-Flour. On va y suivre Emma, qui est une jeune libraire, qui a une petite librairie assez connue dans la ville et les petites campagnes autour, et qui a créé un cercle des libraires pour essayer de parler un peu avec ses confrères et de lutter contre Amazon. Donc en fait, ils essaient de trouver des solutions à des problèmes qu'ils soulèvent, ils échangent sur la littérature, et voilà, elle essaie vraiment de faire une communauté autour de ça. Et un jour, en fait, Adrien Darcy va rentrer dans sa vie, donc c'est un journaliste sportif qui, suite à un grave accident de vélo, reprend le travail avec cette interview-là. En fait, il s'intéresse à elle parce que 3 membres de son mystérieux cercle des libraires ont été retrouvés morts. Une a semblé avoir été agressée dans sa librairie à coups de couteau et 2 autres dans un drôle d'accident. Et en fait, il va enquêter et vite se rendre compte que ces morts sont liées et qu'il se pourrait bien que ce soit le cercle qui soit visé. Je vous en dis pas plus, voilà, je vous laisse découvrir. Ça a été une bonne lecture, mais sans plus. J'ai été un peu désarçonnée, on va dire, au début, par le style, parce que c'est plutôt ce qu'on va nous en classe en librairie comme du terroir. J'ai pas aimé les clichés autour des personnages. Ils sont tous énervés, alors le journaliste est toujours énervé de tout, il comprend pas, il est en colère. Emma, elle est toute timide, toute timorée, petite naïve. Voilà, j'ai pas aimé, le méchant est un grand méchant, voilà. Je sais pas comment vous expliquer, il n'y avait pas de nuance. C'était soit blanc, soit noir, il n'y avait pas de gris dans leurs pensées. Et parfois j'ai trouvé que ça alourdissait la lecture. On nous fait bien comprendre que le journaliste il est imbuvable et qu'en fait au contact de ses libraires, et particulièrement Emma, il va s'adoucir et devenir sympa. Sauf que c'était un peu trop grossier. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à reprocher. Après j'ai trouvé l'histoire assez sympa et ça a été une bonne lecture doudou, on va dire. Ensuite j'avais demandé au 1er avril qui voulait participer à une lecture commune que j'organisais, donc on a été 4 ou 5. Et nous avons lu Impact d'Olivier Norek, publié aux éditions Pocket. Donc c'est Julie du compte Instagram Bookalistique qui me l'a offert à Noël. On a fait un échange de colis pour Noël entre passionnés de lecture. Et elle m'a offert celui-ci qui est son coup de cœur de l'année dernière. Dans ce thriller écologique, on va suivre Solal, qui est un militaire qui est envoyé en mission dans pas mal de pays. Et en fait, il va vivre un drame personnel. Donc là, je vous révèle rien, c'est tout marqué dans la 4e de couverture. Sa femme attend un heureux événement. Elle va accoucher, sauf que le bébé sera mort-né à cause d'une malformation due à la qualité de l'air. Donc voilà, parce qu'ils vivent dans la banlieue parisienne. Et les particules fines ont fait que les poumons du bébé ne se sont pas développés. Du coup, ce bébé est mort à la naissance. Et ça va mettre Solal dans une grande colère et va vouloir faire réagir le monde. C'est même pas pour se venger, c'est pour faire comprendre aux gens que la Terre est en train de partir en vrille et qu'on est en train de l'empoisonner à petit feu et qu'on s'empoisonne nous aussi. Donc on le retrouve quelques années plus tard où il a kidnappé le PDG de Total et il menace de le tuer si au bout de l'ultimatum on ne lui a pas versé une certaine somme d'argent. L'argent c'est même pas pour lui, en fait c'est dès qu'une bonne action sera faite par l'entreprise, il reversera une certaine quantité de l'argent et au final il reversera tout. Et donc voilà, ça c'est le pitch de départ, je vous en révèle pas plus, je vous en ai déjà dit pas mal. Ce livre est plutôt en 2 parties. Il y a une première partie où on le voit lui et comment il est analysé par une psychologue de la police, donc les procédures qu'ils essaient de mettre en place pour le retrouver. Et la deuxième partie, c'est plutôt une partie judiciaire qui se passe donc avec les avocats, le tribunal. Cette partie-là m'a clairement perdue en route parce que j'aimais beaucoup le côté enquête, le fait qu'il soit recherché, ses motivations à lui, l'analyse de la psy pour essayer de le comprendre. J'ai bien aimé, puis les problèmes qu'il soulève sont vraiment intéressants. L'auteur dedans cite des choses réelles qui se sont passées, par exemple comme la mer de plastique, qui sont des événements qui font froid dans le dos quand on les lit quand même. Et
après, la partie judiciaire, moi j'ai complètement décroché du roman, comme si j'avais lu vraiment 2 livres. Donc voilà, ça m'a un petit peu donné un sentiment mitigé. Je pense que je lirai d'autres livres d'Olivier Norek parce que c'était le premier. J'ai notamment Surface dans ma bibliothèque. Mais voilà, ça n'a pas été la belle rencontre que je pensais avoir. Mais je pense par contre que c'est un livre parfait pour faire réfléchir sur ce qui arrive à notre planète. Ensuite, après celui-ci, j'ai lu On se reverra de Lisa Jewell, publié aux éditions Hauteville. Lisa Jewell est une auteure dont j'entends beaucoup de bien et j'avais vraiment envie de la découvrir. Donc c'est chose faite avec celui-ci. Dans ce livre, on va suivre Alice, qui est une mère de famille qui vit seule dans une petite bourgade anglaise au bord de la mer. Et elle vit de l'artisanat qu'elle fait. Et elle a un peu une réputation de femme bohème, voilà, qui est un peu femme à problème aussi, parce qu'elle a eu des soucis avec les services sociaux, mais voilà, c'est plus l'image qu'elle renvoie, on va dire. Et on suit également Lily, qui est une jeune femme qui vient d'Ukraine, qui s'est mariée à un homme qu'elle aime énormément, un jeune homme. Et en fait, un jour, donc ça fait pas longtemps qu'ils sont revenus en Angleterre, ça doit faire 3-4 semaines, il ne revient pas du travail, et donc il disparaît. Donc elle va beaucoup s'inquiéter. Et on va suivre ces 2 femmes, donc l'une qui mène sa vie de mère de famille et qui va trouver sur la plage, juste à côté de chez elle, un homme qui ne se rappelle de rien, et Lily qui a perdu son mari, littéralement, dans le bon sens du terme. Donc voilà, on va suivre ces 2 femmes au parcours différent, mais on sent qu'elles ont toutes les 2 des blessures. Alors là, peut-être que je vous ai expliqué, vous pourriez vous dire, bon, c'est bon, on a compris qui était le mec. Non, c'est pas ce que vous pensez. Donc voilà, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était un peu survolé parfois. J'aurais aimé être un peu plus en profondeur, des personnages peut-être un peu plus fouillés, mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé l'histoire bien trouvée surtout. Il y a pas mal de flashbacks avec une situation qui s'est passée quelques années plus tôt, et voilà, ça a été une très belle découverte. Je pense lire d'autres livres de cet auteur. Ensuite, je vais vous présenter un livre qui m'a tenu 19 jours éveillée. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec mes copines du conte Les Lectures du Cerbère, donc à savoir Manon, Pamela et Lucie. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Shannon Messenger, publié aux éditions de Saxus. Pareil, j'ai ce livre dans ma bibliothèque depuis un moment. J'osais pas le lire pour une raison simple, il est immense. Il fait pas 1000 pages, il fait 970 pages. Je l'ai lu sur liseuse parce que là, à tenir ça à bout de bras, ça ne rentre même pas dans mon sac à main. Donc voilà, c'était quand même plus pratique avec une liseuse. C'est un livre très riche, très dense, un univers de fantaisie très construit. Si les copines sont ok, je vous proposerai peut-être une vidéo en collaboration avec elles pour vous en dire plus. Je vais vous en parler donc rapidement. Dans ce livre, donc, dont l'action se situe on ne sait pas quand, voilà, comme c'est un univers de fantasy, c'est un peu un univers moyenâgeux, mais on n'en sait pas plus. On va suivre Ehad, alors je ne sais pas si on dit Ehad ou... Pardon, excusez-moi, j'ai bloqué. Je ne sais pas si on dit Ehad ou Id, ça s'écrit E-A-D, donc moi dans ma tête c'était Ehad, qui est à la cour de la reine Sabran, et qui est là en fait pour, comme représentante d'une région du pays, mais elle a pour mission cachée de protéger la reine. La reine, en fait, est la descendante de toute une lignée royale de femmes qui vivent pour répondre à une prophétie. En fait, selon leur prophétie, donc c'est la maison Béretnet, tant qu'elles seront vivantes et qu'elles feront des héritières, le sans-nom ne reviendra pas. Le sans-nom est un énorme dragon méchant, voilà, pour te faire court, qui menace le monde. Et ce dragon a été enseveli il y a presque 1000 ans par une Béretnet, donc la première de la lignée, qui l'a enseveli grâce à des pouvoirs et d'autres artefacts. Et du coup, tant que sa lignée royale est vivante, et ben lui il ne pourra pas sortir. Sauf qu'arrive un moment, dans le livre, même au début, où ses serviteurs à lui refont surface, pouvant annoncer le retour du sans-nom. À côté de ça, notre partie, on va suivre Tané, qui est une jeune femme qui n'a qu'un rêve, elle veut être dragonnière. Donc en fait, dragonnière, c'est un chevalier, une chevalière qui est sur un dragon et qui communique avec son dragon et tout. Et ces personnes vont se retrouver ensemble pour lutter contre le sans-nom. Autour de ça, vous avez d'autres personnages. Il y a notamment le personnage Lord Artelot, que j'ai beaucoup aimé. Et il y a Margaret aussi, sa sœur. Il y a vraiment des personnages attachants. Et on les suit donc dans leur quête. Donc voilà, c'est un univers vraiment bien construit.
Moi, ce qui m'a un peu ralenti, donc j'ai mis 19 jours, en temps normal je mets une dizaine de jours pour lire ce genre de bouquin, c'est que quand je l'ai commencé, j'ai lu, on va dire, 20 pages par 20 pages, parce que j'étais fatiguée ou je travaillais beaucoup, mais c'était pas le bon moment, parce qu'en fait, ça m'a pas permis de vraiment rentrer dans la lecture. Au contraire, ça me faisait une lecture un peu saccadée, et à partir du moment où j'ai pu lire plus, ça a été assez vite lu. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'est une bonne histoire. La fin est cohérente avec le livre, peut-être juste un peu trop facile sur certains aspects, mais elle est complètement cohérente. J'ai bien aimé parce que vous avez de la magie, vous avez de la piraterie, il y a du royaume, il y a de la chevalerie. Donc voilà, c'est un très bon livre. Mais voilà, à ne pas lire si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes fatigué. C'est idéal si vous, voilà, si vous voulez, vous avez 3-4 jours devant vous à lire, à reposer, ce sera une bonne lecture, mais il ne faut pas le lire en saccadé parce que ça risque de vous perdre. Ensuite, j'ai lu un livre, pas young adulte, mais on va dire jeunesse, 11 ans et plus. Il s'agit de La Clé des Champs de Audrey Folot. J'ai lu ce livre il y a peu parce que j'ai reçu en dédicace l'auteur dans la librairie où je travaille et j'avais envie de lire son livre afin de pouvoir en parler avec elle et surtout parce qu'il me fait de l'œil depuis qu'il est sorti pour 2 raisons. La première, clairement, la couverture, il est très très beau. La deuxième, c'est parce que c'est le lauréat du concours premier roman jeunesse de Gallimard, en sachant que une des auteurs qui a eu ce prix et que j'adore, c'est Christelle Davos. Donc pour moi, c'est gage de qualité, très clairement. Et c'est le cas, j'ai bien aimé. Donc l'histoire, vous avez une jeune fille qui s'appelle Robin Larsin, qui vit dans une famille de voleurs, et qui est un peu le vilain petit canard de la famille, parce qu'elle n'est pas douée en tant que voleuse. Et au bout d'un moment, ouais, à cause d'une situation, ses parents vont l'envoyer dans une maison de voleurs, une maison de redressement, pour qu'elle apprenne à devenir une voleuse. Et donc on va la suivre dans cette maison où elle essaie de s'intégrer, où elle a qu'un but, c'est de partir. Mais pour partir, il faut devenir initié, c'est-à-dire que vous avez une épreuve et vous êtes validé en tant que voleuse. Si vous ne l'êtes pas, c'est la honte sur votre famille. Et vous risquez de vous retrouver dans l'univers des marchandeurs, qui sont les gens honnêtes, en fait, qui travaillent honnêtement, qui gagnent honnêtement leur vie, on va dire, qui ne volent pas, voilà. Et donc, elle a un peu la pression, Robin, mais en même temps, voler, c'est pas trop son truc, c'est pas trop, voilà, elle n'arrive pas trop à faire ça en toute impunité. Et on va la suivre dans cette école où elle va se faire des amis. Le sujet est quand même très intéressant et l'idée est bien trouvée. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a aussi des sujets plus profonds, plus durs qui sont abordés, tels que le harcèlement scolaire. Il y a aussi le handicap, qui est une personne handicapée dedans. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture pour les 11-15 ans, 10-15 ans même. Voilà, c'est vraiment une lecture qualitative avec un super univers et je vous le recommande chaudement. Et je remercie l'auteur d'être venu en dédicace parce que ça a été un super moment et elle est super sympa. Et enfin, j'ai cru qu'il est tombé, ma lecture en cours, complètement différente de ce que je lis d'habitude. Il s'agit du livre Dans les profondeurs du Titanic de Paul-Henri Narjolet aux éditions HarperCollins. Donc ce livre revient sur la découverte de l'épave qui s'est faite en 1985 et nous parle un peu comme des découvertes scientifiques qui ont permis de ramener du coup des objets ensevelis. Ça nous explique un peu aussi comment a eu lieu le naufrage, ce qui est arrivé à ce qui est au fond, au bateau, en fait au paquebot, les sédiments et tout. Pour l'instant j'ai lu 45 pages, je trouve ça très intéressant. Il y a des photos aussi dedans qui montrent un peu les expéditions, parce que voilà, pour aller voir pas la dépouille, pour aller voir je sais plus comment on dit, l'épave, voilà. Pour aller voir l'épave du Titanic, il faut prendre des tout petits sous-marins, parce que l'épave est à 3800 mètres sous l'eau, elle est vraiment très très loin, on ne peut pas y aller avec des plongeurs. Et j'aime beaucoup découvrir l'aspect un peu scientifique, technique de cette découverte, et de comment ça a été mené. Donc voilà, il est très court, hein, je pense que je vais vraiment le terminer très vite, pour ensuite enchaîner avec mes lectures du mois de la saga. Donc voilà, pour mon bilan lecture, je suis contente, quand même 6 livres, dont un qui m'a mangé pratiquement 3 semaines de lecture, donc c'est pas trop mal. Est-ce que vous avez lu certains de ces livres? Est-ce que vous les avez aimés? Et sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez lus au mois d'avril. Et s'il y a également des livres que vous aimeriez qu'on lise ensemble, des lectures communes que vous avez peut-être dans vos bibliothèques, comme ça, si moi je les ai, ça me dirait vraiment bien de les lire avec vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.